La solitude d'Israël n'est pas un vain syntagme ni un mélodrame d'abandonnisme. C'est une observation éthique, une évaluation cognitive qui insiste. Un repère d'étalonnage de l'état des montages civilisationnels de notre temps dans la région du monde où nous demeurons. Et à l'écoute de l'état du monde actuel, de ce qui s'y joue et s'y trame, et si nous pourrions rattacher à cette même solitude d'ailleurs ceux que Freud pointait au sein du monde chrétien comme les bien baptisés, fruits du rameau de l'olivier greffé porté par la racine. Devant l'évidence des faits du 7 octobre, bien des soutiens dans le monde qui se tiennent d'intuition lucide, de raisons nouées d'empathie, viennent à Israël de ces derniers. On pourrait aussi tout simplement les nommer des adultes. Mais hors du nombre de ces adultes-là, tant d'esquives, de dérobades, de remontrances, de moraline péremptoire, de relativisme décérébré, de perfidie allusive, d'immaturité de la part de certaines cléricatures médiatiques ignorantes, supposées gardiennes des faits, de petits marquis politiques calculateurs prétendus gardiens d'un état de sécurité et de droit, de suffisants universitaires veules censés gardiens de la raison. Tous faillis à eux-mêmes. Tant de trouvailles narratives, de formules à l'emporte-pièce, toujours plus proches du slogan publicitaire que de la poétique de la vérité et jamais prises en défaut d'imagination. Tant d'emprunts lexicaux détournés de leur sens, de réchauffés iconiques, d'analogies indécentes, de renversements d'accusations, d'hyperboles vénéneuses, de métaphores faisandées. En récente trouvaille de l'année, par exemple, le suprématisme juif, petite opération lexicale lourdement connotée en poupée gigogne d'allusions, décalquée de suprématisme blanc, en usage nord-américain pour nommer l'extrême droite aux USA. Suprématisme juif est une petite création toxique qui, censée viser quelques illuminés imbéciles, place par extension d'usage immédiat les juifs en dominateurs, une reformulation nouvelle pour un recyclage de vieilles lunes. Elle les associe aux fascistes américains et connecte juifs et blancs dans une même offre de détestation mondiale anti-européenne et anti-occidentale. En analogie indécente, ne manquons pas, avant d'entendre les analyses précises de notre invité d'aujourd'hui, la comparaison de la bouche même de Vladimir Poutine, de l'assaut sur Gaza par Tsahal avec le siège de Leningrad par les troupes nazies. Renseignez-vous, pour ceux qui ignoraient ce qu'il fut, vous prendrez la mesure de l'ignominie du propos. Ou encore dans la presse de soi-disant trotskistes de France, la grandiloquente salutation à la meute dévastatrice du Hamas le 7 octobre, identifiée pour l'occasion aux insurgés du ghetto de Varsovie de 1943, sans aucune pudeur. En réchauffé iconique du moment, les piétas du XVe siècle en rescénarisation figurative pro-palestinienne de certaines photographies de presse. Elles décalquent les représentations picturales d'autrefois avec en commentaire, même en droit, même criminel. En défilade magistrale de responsabilité et relativisme d'atmosphère, les présidents de Harvard, du MIT, de l'Université de Pennsylvanie, qui ne considèrent pas que le soutien aux actions du Hamas le 7 octobre et le slogan du fleuve à la mer, en manière implicite d'appel au génocide des Juifs sur les campus, contrevient au code de conduite ou aux règles des universités, etc., etc. Tant de faux selfs encore. Ceux de la encore dite gauche, par antiphrase, qui ne connaît plus le nom de prolétaire, un nom qui doit demander trop d'efforts neuronaux en dépliement et études théoriques, et probablement de connotations bien trop christiques pour elle, en incarnation séculière d'un corps souffrant et rédempteur universel. Cette gauche-là, qui ne devrait plus dorénavant être nommée ainsi, par la confusion que ça entretient et prolonge, préfère le dominer ou l'humilier en tampon identifiant et accent paranoïsant, des lexèmes victimisants, flous et attrape-tout, mélange de plaintes aigres et de passions haineuses. Pour rappel, c'est avec l'identifiant d'humilier que la mentalité nationale socialiste navigua sur les masses.
Faucel fait également de ceux, par exemple, du dit néo-féminisme en chaud tapageur, si prompt à hurler et trépigner contre le moindre propos graveleux et sans élégance de la vulgarité d'un beauf, cloué immédiatement et sans nuance à l'échelon d'un viol, pétitionnant contre l'attribution du nom de Serge Gainsbourg à une future station de métro au motif de ses provocations misogynes, mais si soudainement pris d'aphonie mentale s'agissant de l'oppression des femmes iraniennes, afghanes, et lorsque femmes, hommes, enfants sont violés, saccagés, déchiquetés par les hordes primitives du Hamas. Ces néo-féministes sembleraient, sous leur émotion décoloniale et à l'instar de tous les petits rebelles de pacotille en quête de célébrité, ne se chercher rien d'autre que des maîtres féroces, avec frisson de soumission sacrificielle promis à la clé. Faux self aussi, ceux de certains gouvernants occidentaux et leurs feuilles de route diplomatiques ou de dirigeants d'instances internationales, à commencer par l'ONU et ses excroissances satellitaires, l'UNESCO, l'UNRWA, l'UNICEF, le Conseil des droits de l'homme. Par exemple, lorsqu'ils laissent s'embroncher et proférer sans rappel à l'ordre dans les rencontres et instances internationales les plus grotesques contre-vérités historiques, voire même par misérable calcul sans lendemain les soutiennent. Et d'un air avantageux, ne considère pas devoir être défendu le régime axial de vérité, un des attributs du travail de culture de la civilisation européenne. Ainsi, comme on peut se souvenir, il n'y a pas si longtemps de la négation de l'existence du temple antique de Jérusalem en morceau adopté à l'UNESCO, de la négation d'une présence juive biblique en Judée, déclarée pure propagande mensongère, sioniste évidemment, à ce titre rejetée aux poubelles de l'histoire, selon la formulation de certains universitaires de l'Université de Columbia, ou encore l'affirmation par contiguïté d'un Jésus proclamé palestinien, et même déjà un réfugié palestinien, sans aucun emploi métaphorique, remise au point et au jour rhétorique du Jésus arianisé de la propagande hitlérienne, de la négation de la réalité de la Shoah, telle que, encore juste hier, par le président de la Syrie, ou simultanément du pataugeage dans l'égout de l'antisémitisme pour lui donner justification, tel Mahmoud Abbas. Tout ça est une manière de cancel culture, en validation diplomatique d'État par absence de réaction. Non seulement ils se taisent tout ont bu en une répétition diplomatique de petits muniques sémantiques, mais il y a cette rumeur venue du Liban, du journal Al-Akhbar, compris d'être fausse et qu'on craint par expérience d'être vraie, selon laquelle certains gouvernants occidentaux seraient à la manœuvre, conjointement avec l'Arabie saoudite, pour sauver les dirigeants du Hamas dans une manière de remake de la sortie de Beyrouth des responsables de l'OLP en 82. Le mot employé pour la galerie journalistique est expulsion, mais ce blanchiment nominal ne dissimule pas qu'il s'agirait de fait d'une exfiltration pour un supposé refuge dans un État du Maghreb favorablement accueillant. Respectons éternellement le vice et ne frappons que la vertu, disait le marquis de Sade dans l'histoire de Juliette. Serait-ce là le guide de route diplomatique de notre époque pour certains? La conséquence d'un cynisme masqué qui cache à lui-même une lâcheté infinie sous-jacente? Ou bien pur sournoisement, la mise à l'abri de sports réactivables pour une prochaine meilleure occasion? Lors de l'atelier précédent avec David Colomb, nous avons pu poser combien la propagande s'est installée dans les temps modernes comme un fait constant. Combien elle constitue un instrument de domestication à l'époque des démocraties de masse, qui n'ont du montage civilisationnel démocratique que quelques oripeaux constitutionnels pour l'essentiel. Et surtout combien elle est un instrument de guerre depuis la Première Guerre mondiale. Une arme de guerre depuis en développement si expansif qu'on pourrait à cet étalon envisager que les historiens futurs, s'il en existera encore, interpréteront notre époque comme celle d'une guerre déjà de plus de 100 ans d'âge, en écho à ce que fut la guerre de 100 ans, une guerre non plus de seigneurie territoriale entre l'Angleterre et la France en ce temps-là, mais une guerre de civilisation.
entre régions totalitaires et régions démocratiques, entre étalons de duplicité et étalons de vérité, entre civilisation de mort et civilisation de vie. Une guerre dans laquelle les fausses informations sont des tirs de mortier et de roquettes, les mensonges des missiles, les manipulations des consciences par la manipulation des faits et leur nomination des armes neurotoxiques létales. Que la ruse de guerre et ses mensonges soient intrinsèques à la guerre sur le terrain du champ de bataille n'est pas chose nouvelle. De Sun Tzu, d'Eschyle à Samuel Johnson, l'observation est consignée comme un invariant. La nouveauté, c'est que depuis le XIXe siècle et durant la Première Guerre mondiale, le champ de bataille englobe les masses de l'arrière-front, qu'il s'est étendu pour ces opérations à l'opinion publique et en fait à l'ensemble de la société civile. Une guerre de dimension et de technique nouvelle, asymétrique. Non seulement asymétrique dans l'acception courante du supposé faible au prétendu fort, mais surtout asymétrique des vélocités narratives. Car il est un fait d'observation d'anthropologie politique que Churchill, en emprunt à Mark Twain, résumait de façon imparable. Un mensonge fait le tour du monde avant que la vérité n'ait le temps de mettre son pantalon. Souvenons-nous du prétendu bombardement israélien de l'hôpital Al-Hali à Gaza le 17 octobre. Cette vélocité ne court qu'à la condition que l'historien Marc Bloch identifia immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1921, dans ses réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles. Marc Bloch y souligne que la rumeur, la fausse nouvelle intentionnelle, ne se propage et ne fonctionne que si la société où elle se répand lui est déjà favorable. Je cite Marc Bloch. Une fausse nouvelle naît toujours de représentations collectives qui préexistent à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence, ou plus précisément, ce qui est fortuit en elle, c'est l'incident initial, absolument quelconque, qui déclenche le travail des imaginations. Mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent sourdement. La fausse nouvelle est le miroir où la conscience collective contemple ses propres traits. Explorer ce préformatage en conditions propices à toutes les manipulations sur lesquelles elle surfe, décrypter cet état d'hébétude en échelle de QI zéro pointé, bien identifié par les ennemis de nos régions culturelles européennes, c'est l'objet de notre séance d'aujourd'hui avec Jana Greenspoon, qui a eu déjà l'occasion d'intervenir dans les ateliers. Jana Greenspoon est linguiste, analyste du discours, maître de conférences à Paris 3 sur Bonne Nouvelle. Elle est une universitaire qualifiée et une battante éprouvée. Venue du froid, de surcroît, ce qui lui donne une réceptivité particulièrement vive à ce qui peut se tramer dans les manipulations langagières en intrigue totalitaire. Elle a mis sur pied récemment un établissement d'enseignement, de conférences, de formation aux problématiques discursives contemporaines, l'Institut du discours. Outre de nombreux articles d'analyse, d'interprétation et d'interpellation sur son champ disciplinaire, elle a dirigé avec Jean Slamovitch, un autre contributeur aux travaux de nos ateliers, l'ouvrage intitulé Les crises langagières, le discours à la dérive du postmodernisme, dans la collection L'avenir d'une désillusion de nos amis Céline Masson et Isabelle de Meckenem aux éditions Harmattan. Elle a cette année fait paraître la fabrique des discours propagandistes contemporains, comment et pourquoi ça marche aux éditions L'Harmattan. Nous sommes très heureux de pouvoir l'entendre maintenant en percussion et rebond sur les fracas du moment. Yana, c'est enfin à toi. Merci beaucoup, Gérard. Je t'ai déjà remercié, mais tu n'étais pas là pour ton invitation. Et je voulais dire que toutes tes présentations sont toujours beaucoup plus intéressantes, me semble-t-il, que ce que disent les gens après. Donc, je peux me rhabiller et partir tout de suite après ce que tu as raconté. Mais comme je disais, toi, tu es philosophe
Et moi, je suis analyste de discours, donc je vais peut-être donner aujourd'hui des exemples concrets de tous ceux dont tu as parlé, tout non, mais certaines choses, oui. Et pour continuer sur ce que tu disais par rapport au discours qui circule dans l'espace social, oui, et j'ai entendu souvent la comparaison de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avec le ghetto de Varsovie, mais j'ai jamais entendu la comparaison du Hamas avec Yudenrat, mais ça va peut-être venir. Donc, si on file la métaphore, autant la filer jusqu'au bout. Enfin, donc merci encore une fois. Et donc je vais tout de suite enchaîner sur la fabrique des discours propagandistes contemporains. Ce livre a été écrit de l'intérieur de l'université, c'est-à-dire que l'idée de l'écrire et l'idée de parler des idéologies et des propagandes contemporaines m'est venue après 20 ans de ma carrière universitaire où j'ai assisté vraiment à la naissance de certaines de ces idéologies. Peut-être pas toutes les idéologies, mais certaines, l'antisionisme étant l'idéologie universitaire la plus ancienne. Et je vais peut-être aborder cette chose aujourd'hui. Tu as mentionné aussi le fait que je viens du froid. Et c'est peut-être un détail qui n'est pas inintéressant dans l'écriture de ce livre parce que l'intérêt pour les mots, et là on va parler pas uniquement des mots, mais des mots surtout, m'est venu dans mon adolescence. Je vais raconter juste une anecdote pour donner l'idée pourquoi cet intérêt pour les propagandes et les idéologies. Je suis née en Union soviétique et nous l'avons quitté quand j'avais 15 ans pour partir en Israël, car l'antisémitisme de ce pays était absolument intenable. Mais avant qu'on le quitte, il s'est passé un événement très intéressant. C'était en 1989. C'était l'ouverture du rideau de fer. Et donc, je faisais mes études dans un lycée anglophone de Riga, en Lettonie. C'était un très bon lycée. Et c'était le premier lycée qui a eu le droit d'envoyer ses élèves aux États-Unis pour des échanges internationaux. C'était les tout premiers échanges. Et donc, pour pouvoir partir aux États-Unis, il fallait passer un concours et le concours a été jugé par une intervenante extérieure, une professeure qui est venue des États-Unis pour juger qui seront les candidats. Trois premières places qui étaient gagnées étaient les places qui étaient gagnées par les Juifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai gagné la première place et la directrice de l'école vient me voir en disant tu sais quel est ton problème? Tu pourras pas partir aux États-Unis. Et je dis oui, je sais quel est mon problème. Enfin, le problème, c'était que j'étais juive, tout simplement. Et elle n'était pas antisémite du tout. Elle me dit, mais tu comprends, tu mérites ce concours. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose qui te permettrait de partir aux États-Unis? Par exemple, que fait ton père? Et mon père a quitté ses études universitaires pour gagner un peu d'argent, mais dans son certificat, son carnet de travail, on avait des carnets de travail en Union soviétique, était marqué kolkhoznik, c'est-à-dire il travaillait pour un kolkhoz. Les juifs qui travaillent pour le kolkhoz, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. C'est très difficile de l'expliquer, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, le mot kolkhoz était un mot magique. C'est un mot qui m'a ouvert les frontières. Parce que faire partie du kolkhoz avant même la chute de l'Union soviétique et le putsch, ça faisait partie des mots, des maîtres mots, comme disait Jean-Claude Milner. Le fait que mon père ait été noté comme kolkhoznik qui travaille pour le Parti communiste encore, ça m'a permis de partir, mais quand même notre groupe qui a accompagné, le groupe de lycéens qui est parti aux États-Unis, était accompagné par un agent de KGB pour vérifier si tout le monde ne reste pas à l'étranger. Et donc, c'est cette histoire du mot kolkhoznik qui m'a qui m'a dit, mais c'est magique, les mots peuvent ouvrir les frontières, les mots peuvent vous ouvrir beaucoup de choses. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir à ces sujets. Et donc, bon, après mes études en Israël, je viens ici, je commence à faire les études de linguistique. Et c'est là où j'assiste à l'université à la naissance de ce que j'appelle les idéologies contemporaines. Ce n'est pas le propos non plus aujourd'hui. Je fais la distinction entre ce qu'on appelle l'idéologie assez rapidement. C'est un ensemble de croyances et d'idées qui ne sont pas toujours fondées sur le mensonge, alors que le mensonge est un trait fondamental de la propagande, et Gérard vient de le rappeler. Et la propagande appartient à une autre formation discursive, c'est la diffusion de ces idées. Et donc, c'est justement à l'université où j'ai vu comment ces idées naissent et comment ils se propagent. Alors, j'ai écrit ce livre. Je vais en parler à l'instant, mais ce livre a été déconseillé à l'université
parce qu'il a été considéré comme controversé. Et là, je me permets de partager l'écran pour vous dire que finalement, il y a une sorte de propagande négative qui peut aussi servir les auteurs parce que j'espère qu'après le fait que le livre a été officiellement déconseillé, les étudiants se sont rués sur les librairies pour le lire. En tout cas, c'était notre cas quand les livres étaient défendus. Je mets ici, je ne sais pas si vous voyez, un petit échange m'est parvenu où un jeune collègue disait que le livre qui travaille sur les discours militants à l'université était formellement déconseillé par un collègue. Et donc la dite jeune collègue voulait aussi m'inviter dans son jury de thèse, ça a été d'emblée refusé. Donc, voici les effets de la propagande négative et on peut dire que c'est une sorte de publicité qui va peut-être inciter les gens de les lire, ce livre. Donc, voici un échange entre l'étudiant et celui qui m'a fourni cette information. Alors, donc, à propos des mots, si je vous parle des mots, c'est que si en Russie, le mot kolkhoz m'a incité à penser déjà aux effets de la propagande, ces dernières années, il y avait des mots à l'université qui étaient extrêmement utilisés. C'est par exemple le mot genre, gender, et tout ce qui découle de cette idéologie, notamment aussi l'antisionisme, et je vais peut-être y revenir. Le mot Israël qui est de manière permanente associé aux mots que vous voyez sur l'écran comme génocide, épuration ethnique, tuerie de masse, et évidemment Israël assassin. Israël assassin ne date pas du 7 octobre, c'est un slogan qui a été proposé par le BDS, et c'est un slogan criminel, donc qui émane de l'idéologie et de la propagande, bien évidemment, antisioniste. Avant de rentrer dans les détails, je voulais ici proposer une distinction entre ce que nous, les linguistes, appelons langue et le discours. Parce que ce que disait Gérard tout à l'heure, c'était des effets, des procédés, des manipulations du discours. Mais avant de passer au discours, on peut utiliser aussi et surtout la matière que nous donne la langue. Alors, qu'est-ce que c'est la langue pour nous? On sait que dans l'espace public, on utilise de manière absolument, je dirais pas confuse, mais interchangeable les mots comme langue, langage, discours. En sciences du langage, on fait une distinction que je vais illustrer par des exemples pour que ça ne reste pas lettre morte. Évidemment, la langue, d'abord, pour nous, c'est un système. Et c'est un système de signes. Donc, c'est une abstraction. Les signes s'opposent les uns aux autres, comme disait Saussure. Et le système linguistique, le système de langue, n'est pas intentionnel. Il n'est pas fasciste, il n'est pas antisioniste, il n'est pas anti-juif, il n'est pas antiféministe, ni quoi que ce soit d'autre. C'est un système qui contient en lui toutes ses potentialités et ses virtualités. La production des néologismes, par exemple, de mots nouveaux, de structures nouvelles, et ainsi de suite. Il faut aussi rappeler que quand on parle de la langue, c'est une activité symbolique, c'est-à-dire, et ça c'est très important parce que le symbolique est en train de disparaître aujourd'hui de l'espace social, c'est une activité qui permet la construction de représentations qui opèrent au-delà de la réalité qui nous entoure. La langue relève aussi de ce que Antoine Piluli, un des grands linguistes français, appelait l'épilinguistique. C'est une activité inconsciente qui permet au sujet parlant de produire des énoncés. Il ne pense pas au choix des articles, au nombre, au genre qu'il utilise. Ce sont des choses qui sont ancrées déjà dans notre système mental. À quoi ça sert? De quoi je parle? Par exemple, dire le juif ou les juifs, ça change beaucoup de choses. Utiliser le singulier ou le pluriel dans certains types de discours, ça permet déjà de situer l'énonciation. Si vous prenez le métro et vous y voyez une injonction qui est en général se fait à la deuxième personne, je monte, je valide, ça en dit long sur l'idée qui est sous-jacente au choix de cette forme linguistique. Si on parle des temps et des modes verbaux, ce sont les matériaux linguistiques. Nous ne sommes pas encore dans le discours. Le choix de tel ou tel temps verbal ou de tel ou tel mode verbal peut aussi en dire long sur la construction de l'énoncé et l'utilisation de la langue pour arriver à construire l'idéologie et puis la diffuser dans l'espace social. Je donne un exemple de l'injonction. C'est un mode bien évidemment très répandu. Par exemple, sortons de l'hétérosexualité. C'est un slogan proposé par Paul Béatrice Preciado, qui est un gourou de l'idéologie trans aujourd'hui.
Ou encore, balance ton porc, c'est le hashtag des néo-féministes qui appellent à la dénonciation de tout ce dont tu as parlé tout à l'heure, Gérard. Ou le futur de l'indicatif. Par exemple, la Russie fera partie de 100 puissances économiques, dixit Poutine, une fois, sans savoir, sans être prophète. Mais le choix de ces formes n'appartiennent pas vraiment au discours, ils appartiennent au matériel linguistique. Par ailleurs, le discours, c'est l'usage de la langue dans un contexte particulier, dans un type de discours particulier, dans un genre de discours particulier. C'est ce qu'on appelle en gros le contexte. Et donc, je me permets ici de citer pour légitimer mon statut de linguiste, Émile Benveniste, qui écrit dans Les problèmes de linguistique générale que la langue, en tant qu'assumée par l'homme qui parle, est dans les conditions d'intersubjectivité qui seul rend possible la communication linguistique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sujet parlant, il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait l'intention, mais pas de la langue, mais du sujet parlant. Ça, c'est la distinction fondamentale qu'on fait entre la langue et le discours. Pour que ça soit plus clair, cette distinction, je propose de regarder quelques exemples. Par exemple, la morphologie, le lexique, la syntaxe sous-tendent les constructions idéologiques et ensuite propagandistes. Exemple de la morphologie qui est aujourd'hui omniprésente dans les discours idéologiques, pas uniquement les discours qui nous intéressent ici quand on parle d'Israël, dans tous les discours qui sont tributaires de la création, la fabrication de ces idéologies nouvelles. Nous vivons dans l'ère du post-modernisme, post étant un préfixe. Nous vivons dans un ère où tout est déconstruit, décolonisé, démasculinisé, désionisé, détransitionné, déracisé. Vous avez l'utilisation du préfixe dé qui est extrêmement productif. Et là, c'est vraiment le matériau morphologique qui nous est donné. Nous vivons également à l'époque des micro-agressions, des safe spaces et ainsi de suite. Nous vivons à l'époque des mots qui sont étroitement liés aux phobies, islamophobie, glotto avec dotéphobie, transphobie, calvisiophobie et ainsi de suite. Et c'est très intéressant, par exemple, le fonctionnement de ces mots qui sont des mots composés, qui sont fondés sur deux radicaux savants. Par exemple, l'autophobie ou transphobie, ce sont des radicaux savants. Et donc, nous assistons au changement du sens. Nous sommes en langue, mais qu'est-ce qui permet de changer le sens de ces mots? C'est bien évidemment les intentions des locuteurs. Si je prends le radical phobie, si vous voulez, initialement, c'est un radical qui peut être, dont le sens peut être formulé de la manière suivante, les réactions négatives à quelque chose. Par exemple, l'agoraphobie, la claustrophobie, ce sont des termes qui sont utilisés dans la médecine. Mais si je prends le terme comme islamophobie, glottophobie, calvisiophobie, transphobie, on voit que le changement de ce radical s'est produit avec l'apparition de nouvelles idéologies et ce radical en devient une sorte de porte-parole en quelque sorte, si je peux permettre cette métaphore. C'est-à-dire que le terme phobie ne perd pas son trait de sens. Euh, elle est étude négative à quelque chose, mais acquiert un sens nouveau, discrimination, qui était absolument inexistant dans les premières formations morphologiques. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec des mots et quelle problématique du sens peut les toucher. Je regarde le lexique. On sait que dans l'espace, on observe que dans l'espace public, il y a des mots comme déséquilibrés. Dès qu'il y a un attentat islamiste, quand ce n'est pas un attentat de masse, on parle des déséquilibrés. On l'a bien vu dans les procès des procès de Sarah Halimi, Mireille Knoll. On voit les termes comme vivre ensemble, qui ne renvoient pas du tout à quoi ce terme renvoyait initialement. On voit le terme bienveillance, qui apparaît absolument dans toute la prose universitaire. On voit le terme occupation qui est utilisé à tort et à travers sans que les gens sachent quelle est la signification de ce mot. Et on voit le terme colon qui est utilisé par les médias et bien évidemment par les universités lorsqu'on parle d'Israël. Ce n'est pas tout. On peut parler de la syntaxe. C'est pareil, les constructions syntaxiques jouent un rôle très important dans la structuration et construction des discours idéologiques et par la suite propagandistes. Je donne un exemple simple que vous connaissez tous après avoir écouté certains acteurs politiques. Je condamne les actes du Hamas, mais, et donc la concession dans ce qu'on appelle le protase permet de montrer que je condamne, mais je ne condamne pas. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans la phrase.
Vous avez également, ce qui concerne Israël, et cela de manière permanente, l'utilisation des structures syntaxiques qui pâtissent d'absence du complément d'agent. C'est-à-dire que quand il y a un Israélien qui est tué, il est tué dans certaines circonstances. Donc, il y a peut-être un complément circonstanciel, mais il n'y a pas d'agent. Donc, c'est rare que dans la presse, on indique par qui un Israélien, une Israélienne a été tué. Donc là, nous sommes dans le domaine de la langue. Alors, quand on passe au domaine du discours, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on utilise ce que la langue nous propose. Et je voulais passer un peu de temps sur le terme qui est très important. Et je crois qu'il est important non seulement du point de vue linguistique, non seulement du point de vue propagandiste et idéologique, il est important aussi pour comprendre ce qui se trame aujourd'hui contre Israël et de quel procédé, cette fois-ci discursif et propagandiste, il s'agit pour que ce terme soit appliqué à ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, mais en le renversant. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, d'abord, un mot, un rappel. J'imagine que tout le monde le sait, mais je me permets quand même de le rappeler au cas où vous ne vous en souvenez pas. Le terme génocide est un néologisme qui apparaît pas tout à fait après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un terme qui est lié étroitement à la Shoah, à l'extermination des Juifs. C'est un terme qui est inventé par le juriste polonais Raphaël Lemkin en 1944. On voit aujourd'hui l'extension du sens de ce terme. Génocide, et je ne parle pas des discours médiatiques parce que le discours médiatique ne font que répéter ceux qui viennent d'ailleurs. Je ne parle pas non plus des réseaux sociaux qui sont un facteur très important dans la propagation, la propagande des idéologies contemporaines, mais ce n'est pas là où l'idéologie est née. Elle est née ailleurs. Et donc, parlons un peu de ce terme. Il est né, en fait, après le discours de Winston Churchill qui disait à la BBC en 1943, sachant déjà ce qui se passe pendant la guerre, étant au courant de la construction des camps et de l'extermination des Juifs, Churchill dit, nous sommes devant un crime sans nom. C'est-à-dire que c'est le fameux indicible pour lequel il n'y a pas de nom. Et donc, Lemkin invente un terme génocide, d'accord, qui est un terme savant. C'est un mot composé de deux radicaux, de génos, peuple, et de oxyr, sid, ici, tuer. Il l'écrit dans son texte, le texte qui a été écrit en anglais en 1944, Excess Role in Occupied Europe. Donc, c'est le début de la naissance de ce terme. Donc là, je vous cite ce qu'il écrit en 1944 parce que c'est, je crois, important pour comprendre ce qui se trame aujourd'hui en utilisant ce terme. De nouvelles conceptions supposent l'adoption de nouveaux termes. Par génocide, nous entendons la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique. Ce nouveau mot, forgé par l'auteur pour signifier une vieille pratique dans son évolution moderne, est composé du mot grec génos, race, tribu, dont latin side, tuer, s'appartenant ainsi par sa formation à des mots comme tyrannicide, homicide, infanticide, etc. En règle générale, le génocide ne signifie pas nécessairement la destruction immédiate d'une nation, sauf lorsqu'il est réalisé par des meurtres en masse de tous les membres d'une nation. Il entend plutôt signifier un plan coordonné de différentes actions visant à la destruction de fondements essentiels de la vie de groupes nationaux dans le but d'exterminer les groupes eux-mêmes. Un tel plan, et j'insiste sur le terme plan, aurait pour objectif la désintégration des institutions politiques et sociales, de la culture, de la langue, des sentiments nationaux, de la religion et de la vie économique de groupes nationaux, ainsi que la suppression de la sécurité personnelle, de la liberté, de la santé, de la dignité, voire de la vie des personnes appartenant à ces groupes. Le génocide vise le groupe national en tant qu'entité et les actions en question sont dirigées contre des individus, non pas à escalité, mais en tant que membres du groupe national. C'est la définition de Lemkin qui a été par la suite prise en compte dans tous les tribunaux internationaux dont je vais parler. Il a été critiqué pour cette définition. C'est-à-dire que le problème de cette définition, c'est qu'il est très large. On peut inclure dans cette définition tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, il le fait en 1945 en écrivant un autre article, Genocide and Modern Crime. Donc, vous avez ici une référence.
et il propose lui-même une définition plus large par rapport à celle qu'il a inventée en 1944 en disant qu'il faut inclure dans les crimes de génocide ce qui concerne les famines délibérées, la destruction politique, morale et culturelle. Cette définition ne plaît pas à tout le monde. Eh bien, parce que ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale et la Russie, par exemple, émet des objections car je rappelle que bien avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la fameuse famine en Ukraine qui s'appelle Golodomor en français. Les États-Unis s'opposent à cette définition large parce que nous sommes encore à l'époque où les Noirs sont discriminés. Il n'y a pas encore tout à fait l'égalité des droits. Donc, il y a toute une discussion où Lemkin, sa définition est critiquée par un grand nombre de philosophes qui ne sont pas d'accord avec cette largesse, si vous voulez, définitoire. Et par contre, ce qu'il dit, c'est que le crime de génocide devra être intégré par traité international dans les codes criminels de tous les États, leur conférant une assise juridique en vertu de laquelle ils pourraient agir. C'est là où ça devient important. Bon, alors, on sait que un des paramètres très importants dans le discours juridique, c'est l'intention, l'intentionnalité de la tuerie en masse. Parce qu'avant, il y a beaucoup de termes, et toujours aujourd'hui qui circulent. Le génocide implique le plan. Il y a toujours un plan, une délibération intentionnelle pour donc l'appliquer à la réalité. D'où vient l'idée de Lemkin? Eh bien, elle vient de la fameuse conférence de Wannsee en 1942, dont on sait évidemment tout aujourd'hui, et surtout que c'était une réunion avec les noms de tous ceux qui ont participé, notamment les exécutants et les principaux de ce plan. C'est une réunion des officiers nazis qui discutent la solution finale. La solution finale, bon, tout le monde sait que c'est un nom du code qui a été donné à cette opération. Et donc, il y a des preuves à cela, parce que le génocide est le crime le plus grave qui puisse exister dans l'histoire du droit. Mais il faut des preuves. Et les preuves, c'est la découverte des camps de la mort, les chambres à gaz, les documents, les films, etc., qui montrent qu'il y a eu une intention délibérée d'exterminer les Juifs. Et c'est important dans ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, cette contribution de Lemkin a été prise, évidemment, contribution, invention, définition, son idée a été prise en compte par le tribunal international en règle générale, mais ici, je voudrais bien parler de précédents pour montrer qu'on a un véritable problème avec ce terme aujourd'hui. Donc, le tribunal international pour les crimes dans l'ex-Yougoslavie, en 1993, et le tribunal pénal international pour le Rwanda, en 1994, qui ont utilisé la définition proposée par Lemkin. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, et je vais y arriver, il y a des textes officiels qui accusent Israël auprès du tribunal international du génocide. Alors que, vous me corrigerez, je ne sais pas si Israël a déjà fait exactement déposé la même plainte contre les crimes du Hamas. Ça compte. Qui est le premier à déposer la plainte? Pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est possible qu'une telle déposition puisse avoir lieu? Pourquoi? Parce que quand on dit, mais comment est-ce possible qu'une chose pareille existe et que non seulement ça circule dans les médias, mais les médias, tout le monde, toutes sortes de choses circulent dans les médias, qu'une chose pareille soit possible dans à la fois le discours juridique et dans le discours universitaire qui a permis d'affiner tout ce qui concerne le génocide contre Israël. Je montre les problèmes. Je vous donne deux cas ici pour parler des problèmes de la définition qui sont liés à ce terme. Ces cas sont contradictoires, mais ils sont très intéressants et vous allez voir pourquoi. Les jugements du tribunal pénal international constituent des précédents pour le génocide. Et je prends les exemples qui sont connus par tout le monde. Simplement, je rappelle ce qui s'est passé. En 1999, on a jugé un certain Goran Jelicic, peut-être que vous vous en souvenez, on l'appelait Adolphe Serbe. C'était un Serbe qui a créé des camps de concentration pour les Bosniaques musulmans et qui s'amusait comme ça, avant son petit déjeuner, d'aller tirer dans les gens qui n'ont jamais été jugés. Donc, il a été arrêté
Il a été jugé par le tribunal pénal international. On lui a imputé les crimes de génocide, c'est-à-dire la tuerie de masse. Il a effectivement participé à la tuerie de masse. Et donc, dans l'accusation qu'on peut consulter en ligne, c'est une accusation qui existe réellement, qu'on trouve dans les archives du tribunal pénal international. Donc, on lit que la tuerie de masse, l'épuration ethnique et le génocide. La Chambre a acquitté l'accusé, donc Goran Yelesic, un personnage tristement célèbre, du chef de génocide, estimant que le procureur n'avait pas établi au-delà du doute raisonnable. Et ça, c'est très important dans le droit, quand il faut être beyond the reasonable doubt, au-delà du doute raisonnable, qui avait été animé de l'intention requise pour détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux, alors que lui, il tuait des gens parce ils n'appartenaient pas à la même ethnie et ils n'appartenaient pas à la même religion. Par contre, la Chambre reconnaît l'accusé coupable de tous les autres chefs d'accusation, à savoir crimes contre l'humanité et violation des lois ou coutumes de la guerre. C'est-à-dire que dans le langage du droit, le génocide, contrairement à son utilisation dans le langage commun, dans la langue commune, si vous voulez, il y a une différence entre les crimes contre l'humanité et le génocide. Le génocide est puni de manière plus grave que les crimes contre l'humanité. Et donc, je lis le dernier paragraphe de cette accusation, la Chambre de première instance a considéré que le procureur n'avait pas apporté les éléments suffisants permettant d'établir au-delà de tout doute raisonnable que Goran Yelesic avait planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière participé en toute conscience à la destruction, même partielle, de la population musulmane bosniaque en tant que groupe national, ethnique ou religieux. Et donc, il n'a pas été jugé pour les crimes du génocide. Il a été jugé pour tout le reste et il y a 31 chefs d'accusation. Mais le génocide, qui est le crime le plus grave aujourd'hui dans le droit international, n'a pas été accepté. On va voir l'autre cas. Et ça s'est passé à Rwanda. Et donc, pareil, le tribunal international pénal a jugé un certain Athanas Seromba, un outil, prêtre outil, dont le crime a consisté à appeler les Tutsis, qui étaient persécutés par les Hutus, à se semer dans son église. C'était un prêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé les Tutsis dans cette église et il a informé les Hutus de leur existence. Les Hutus ont envoyé un bulldozer ou une espèce de tank qui a écrasé complètement l'église et les gens avec. Et donc, il s'appelle Athanas Seromba, il a été jugé aussi pour les crimes de génocide. Et donc, le tribunal pénal l'accuse des crimes de génocide en 2004, il fait appel, exactement comme l'a fait Yelesic, Goran Yelesic dans le cas précédent. Mais cette fois-ci, le tribunal qui regarde le jugement augmente sa peine en pensant que la première condamnation pour le génocide n'était pas suffisante. Et donc, il est condamné à perpétuité pour les crimes de génocide, parce qu'il considère que dans ce qu'il avait fait, il y avait l'intention, il y avait un plan. D'accord? Donc, on a ici deux cas contradictoires. On a le même mot, mais on a les décisions judiciaires différentes, alors que les crimes qui sont commis par les personnages dont je vous parle, je parle des personnages parce que les pays ne peuvent pas être jugés pour ce genre de crimes. Ce sont des responsables qui peuvent être jugés pour le crime de génocide. Donc, on a deux cas très différents qui permettent de montrer qu'il y a un problème avec de la définition. Et maintenant, quand on revient à nos affaires qui concernent Israël, donc je vous annonce que plusieurs plaintes ont été déposées d'ores et déjà contre l'État d'Israël, contre les responsables israéliens, et notamment par des associations qui travaillent à la formulation de ces accusations depuis très longtemps. C'est pas n'importe quelle association, ce sont les constitutions pour le droit. Je crois que ça s'appelle, attendez, the Association for Constitutional Rights. Et donc ici, il y a la référence. Dans ces associations, oui, celle-là, il y a encore l'ironie, triste ironie du sort, le centre Lemkin dépose une plainte contre Israël.
pour les crimes de génocide, l'EMKIN, d'accord? Alors, dans ces centres travaillent des juristes, c'est pas des journalistes, c'est pas des gens qui utilisent ce mot à tort et à travers, mais qui travaillent depuis des années pour parler des crimes de génocide commis par Israël. C'est un document de 43 pages qui a été élaboré. Il a été récemment déposé au tribunal international pénal. Et donc, c'est un document qui a été rédigé le 18 octobre. Alors, c'est très intéressant. Il n'y a absolument aucune mention de ce qui s'est passé le 7 octobre dans ce document. Rien, rien, rien sur le Hamas. Mais le titre ici, Israel's unfolding genocide of the Palestinian people and US failure to prevent the complicity in a genocide. Ça veut dire la participation incessante d'Israël dans les crimes de génocide et aussi la complicité des États-Unis. C'est-à-dire que ici, dans ce document qui est déjà déposé, il y a plusieurs accusés. Et voici ce qu'ils écrivent quand vous lisez le document. 7 octobre 7, depuis le 7 octobre 2023, Israël commet des crimes de génocide à Gaza en tuant tel nombre de personnes, en coupant l'eau, l'électricité, l'aide humanitaire, etc. Il parle des temps de la blocade. Parce que la blocade qui a été imposée par l'État d'Israël pendant les opérations militaires est considérée par ces gens-là comme le crime de génocide. Et donc, ce n'est pas les crimes contre l'humanité dont il s'agit, c'est les crimes de génocide. Et donc, l'accusation suivante, c'est une accusation des États-Unis. Vous pouvez lire dans le deuxième paragraphe. Bon, je suis désolée, je n'ai pas traduit, peut-être que j'aurais dû, mais si, ça peut se faire très facilement. Et donc, ici, il dit clairement que Israël mène une opération militaire et génocidaire contre la population de Gaza. Alors, évidemment, on peut se demander, mais comment une chose pareille est possible? Donc, on a ça, on a aussi d'où ça vient. Je vous ai dit que dans ces associations travaillent des spécialistes bien aguerris, les spécialistes de discours et les spécialistes de la linguistique juridique aussi. Mais donc, ça vient non seulement de ces associations où il faut dire beaucoup de juifs de gauche officient, et vous allez le voir, mais aussi tout simplement les universités. Alors, une des grandes universitaires dont tout le monde connaît le nom, et je crois que Gérard a même mentionné cette personne dans son dernier article, c'est moi ce que je l'appelle la convergence des flûtes. C'est-à-dire que c'est la convergence des luttes universitaires, mais comme vous avez compris, ce sont des convergences des idéologies tout à fait mensongères. Et donc, les universités américaines et françaises, ils sont pour quelque chose. Euh, Peut-être que tout le monde a entendu parler de Judith Butler. C'est la papesse des théories du genre. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait beaucoup de dégâts avec la propagation de l'idéologie du genre dans les universités américaines, mais aussi chez nous dans les universités françaises. Mais c'est encore une autre paire de manches, tout ce qui concerne la destruction ou déconstruction de la langue. Là, Judith Butler m'intéresse en tant que personnage qui a, disons, un privilège discursif et légitime en tant que professeur très connu. Elle explique en 2006 qu'il est extrêmement important de considérer le Hamas et le Hezbollah comme des mouvements sociaux progressistes qui se situent à gauche et font partie d'une gauche mondiale. Évidemment, elle a écrit après un article où elle explique qu'elle condamne les violences qui sont faites par le Hamas, mais ça a été dit avec le fameux mais, donc la concession dont je viens de vous parler, où toute la charge de ces crimes, c'est la charge qui incombe à Israël. Et donc, si je voudrais bien montrer de la toute dernière vidéo où ce personnage, je dirais, important et un peu sinistre en ce qui nous concerne, parle du génocide. Elle parle partout, elle est invitée partout dans une vidéo que voici pour une association qui s'intitule Democracy Now! Attendez, je vais essayer de trouver son baragouin. Enfin, voilà. Je ne sais pas je sais pas si ça va être entendu. Non, ça ne marche pas ici. Attendez. Non, ça ne marche pas. Je suis désolée.
Moi, ça ne marche pas, donc vous verrez cette présentation, ce discours après après cette conférence. Mais ça vaut son pesant d'or parce en fait, il répète en permanence le terme génocide sans donner des preuves, à part la blocade, à part la coupure de l'électricité, etc., etc. Ça vaut le coup de l'écouter parce que un des procédés qui relève de la propagande, c'est le matraquage. Et donc, il matraque le mot génocide sans donner la définition et enfin, sans expliquer pourquoi elle en parle. Donc elle joue un rôle vraiment très important dans cette histoire. Bon, alors après, donc ça ne marche plus, je peux pas partager, attendez, j'arrête le partage, mais il y a pas qu'elle qui participe dans l'affaire du génocide pour les États-Unis, pour nous. Donc je partage plus rien, il faudrait que je vous cite ça qu'apparemment je n'arrive plus à montrer le texte. Pour la France, l'accusation de génocide commence bien avant Judith Butler et tout ce qui se passe dans les universités américaines aujourd'hui. Ça commence avec un philosophe que vous connaissez, ça commence avec les travaux de Deleuze. Et Deleuze, qui est un gourou de toute une génération, écrit un texte qui s'intitule euh, l'histoire des Indiens, je crois. J'avais ici la citation, deux textes. Un texte qui consacre à Arafat, qui est publié dans la revue des études palestiniennes, et puis un autre texte qui est un recueil de ses articles où il explique que le génocide est bien commis par les Israéliens, et même si ce n'est pas le génocide physique, c'est un génocide mental. C'est-à-dire qu'il attribue aux Israéliens la volonté, l'intention de commettre ce génocide. Et les textes ont écrit en 1984. Il ne cite pas celui qui a aussi joué un rôle très important dans l'invention de ce génocide, à savoir Edward Said, qui écrit dans l'orientalisme que les Juifs sont les victimes des victimes et qui popularise ce concept aux États-Unis, mais il présente Arafat à l'époque comme un personnage shakespearien. C'est-à-dire qu'il y a un tel engouement de ce personnage, un tel presque fascination de ce personnage que il écrit tout un nombre d'articles qui sont très lus dans le monde universitaire. Donc le terme génocide, il connaît aussi son histoire universitaire. Il n'y a pas que Deleuze, mais Deleuze a influencé toute une génération, enfin plusieurs générations d'étudiants. Il y a aussi Genet, bien évidemment. Et si certains de vous qui sont en France ont fait un tour à l'exposition Qu'est-ce que la Palestine a apporté au monde, eh bien, on voit tout un étage qui est consacré aux écrits de Jean Genet, qui, bien évidemment, s'est identifié complètement à la lutte, à la cause palestinienne, et lui aussi, il écrit beaucoup du génocide. Et ce qui est très intéressant, le terme génocide est utilisé par ces deux, par un penseur et un écrivain, non pas dans le terme juridique, mais dans le terme vague. C'est-à-dire, génocide, c'est évidemment, les Juifs le font parce qu'on leur a fait à eux. Et donc, l'argument de Deleuze et de Genet aussi, qu'est-ce que vous croyez? Si on a génocidé un peuple, croyez-vous que ce peuple ne va pas se venger? Il va le faire. Et donc, on voit très bien que les Israéliens se vengent. Ça, c'est le raisonnement. Je simplifie, bien évidemment, parce il faut lire ces textes que aujourd'hui on ne lit pas beaucoup. Et donc, ça, c'est pas la propagande, c'est, si vous voulez, l'idéologie universitaire. Donc, il y a ces deux penseurs et je crois que leur rôle est extrêmement important dans la propagation de ces concepts. Donc, j'ai trouvé la citation, je vais vous la partager, parce que si je parle de Gilles Deleuze en 1983 ou 84, eh bien, il est toujours là, il est toujours avec nous. Et ça, je vais essayer quand même de vous le montrer, parce qu'il y a 2 jours, j'ai lu un journal de la gauche radicale qui s'appelle Lundi matin. Eh bien, qu'est-ce que j'y vois? Il faut suivre les discours de ses adversaires. Comme disait Lénine, il faut les connaître mieux que soi-même. Et donc, voilà, donc, ce sont des lectures que je partage avec vous. Je vais essayer de vous partager ça, si ça marche. Voilà, donc Gilles Deleuze, ça c'est son texte. Je vous laisse lire pour ensuite, pour ne pas passer beaucoup de temps sur ça. Et je passe à la résurrection de Deleuze aujourd'hui, en 2023.
Un organe de presse qui est très lu par toute la gauche radicale universitaire, et ça je le sais parce que la plupart de mes collègues écrivent dans cet organe de presse, lundi matin, s'appelle-t-il, le 13 décembre 2023, il y a un texte qui est publié sur Deleuze. Et donc, dans ce texte, on peut voir, ça je vous donne juste le début, un nombre de citations de Deleuze qui sont plus loin. Vous avez la référence ici. Voilà comment commence le texte. Au moment où Didier Fastin, un autre copain de Judith Butler, l'introducteur de toutes les théories du genre, de la race et de l'intersectionnalisme dans les universités françaises, au moment où Didier Fassin introduisit dans le débat public français la question du génocide à propos de la Palestine et de Gaza en particulier, celle-ci circulait déjà largement en dehors de l'Hexagone, évidemment, aux États-Unis, avant même le 18 octobre. Et pourquoi le 18 octobre? Parce que le 18 octobre, c'est une plainte qui a été déposée par the Association of Constitutional Rights. Avant le 18 octobre, le mot était en effet déjà employé par des chercheurs dans des publications sérieuses, notamment dans Foreign Policy, Jewish Currents. Et c'est pour ça que je vous dis que les juifs de gauche jouent un rôle prépondérant dans ce qui se passe aujourd'hui, ainsi que dans la revue Third World Approaches to International Law, où 880 universitaires, dont de nombreux spécialistes éminents des droits humains, du droit international et des génocides, avertissent quant à un potentiel génocide à Gaza. On saura donc gré à Didier Fassin d'avoir amené le débat dans la sphère publique française. Et cet article est suivi par la citation de Deleuze, qui là, bon, je l'ai retrouvée, elle est là. Donc, quand il écrit que voilà, la mise en ghetto, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça ne vient pas des lettres des antisionistes, etc. Ça vient de ces discours qui circulent dans l'univers universitaire. C'est-à-dire que la comparaison de la Palestine, de Gaza avec le ghetto, etc., ce sont des comparaisons extrêmement anciennes. Et je vais, à la fin de mon exposé, peut-être proposer rapidement deux pistes de l'explication de cet inversement auquel on assiste. Donc, il y a ces messieurs, dames dont on parle ici. Mais ce n'est pas tout. Donc, vous, la génération de Gérard, vous vous souvenez peut-être de Jean-Luc Godard, qui était aussi saisi par la cause palestinienne et qui, dans son film Ici et ailleurs, a fait un montage, donc on voit ces deux photos, où Adolf Hitler et Golda Meir sont superposés. Donc, tout le monde le sait, c'est-à-dire que ce sont des choses qui n'échappent pas aux acteurs universitaires aujourd'hui. Donc, quand on parle de la propagande, là, je pourrais utiliser, en parlant de cette idée de génocide qui est commis par Israël, ça ne commence pas le 7 octobre, mais ça commence bien avant, et la diffusion de cette idéologie antisioniste est possible parce qu'il s'agit de la propagande totale, comme disait Jacques Ellul, pas totalitaire, mais totale. Elle est partout. Elle est dans la sphère universitaire où les spécialistes travaillent sur la création de cette idéologie. Elle est aussi dans la culture, elle est dans le cinéma, elle est dans la littérature, elle est dans la politique, elle est dans la philosophie. Donc, je parle de tous ces domaines de l'activité sociale dans mon livre. Donc, simplement, aujourd'hui, je voulais parler du génocide. Donc, il y a tout le monde culturel, tout le monde politique et universitaire qui convergent dans la création de ces idéologies et dans leur diffusion. Et puis la presse ne fait que contribuer à ce travail. Par ailleurs, vous avez aussi d'autres personnages, et on les connaît, Gérard en a parlé dans son introduction, ce sont les juifs progressistes. Et c'est surtout la jeunesse progressiste. Là, je vous cite un tweet d'un certain progressiste américain qui est extrêmement connu sur les réseaux, et lui, il continue, il contribue dans la propagation de cette propagande abjecte contre Israël, tout en parlant du génocide. En général, il fait ses apparitions avec les manifestations pro-palestiniennes, et ça, c'est un tweet assez récent, vous voyez, donc c'était hier. Il explique que qu'est-ce que fait Israël? Il dénie la réalité, donc dans le renversement total, il commet le génocide, et ensuite il commet génocide, et ensuite il commet un génocide, et puis il est dans le déni. Et donc, pourquoi j'ai fait la copie de ce tweet? Parce que si vous regardez combien de fois combien de personnes l'ont vu, c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il est vu par beaucoup de personnes en 8 heures. Il est liké aussi par un certain nombre de personnes, et ça a continué ce matin. Je vais regarder.
Et donc, les juifs progressistes, ils y participent de manière très active. Pour parler de la France, nous avons assisté avec Georges Elia Sarfati comme deux experts témoins au procès BDS contre le BDS qui s'est tenu à Paris le 4 et le 5 octobre. Nous avons analysé leur discours. Et donc, en face de nous, il y avait un autre témoin que tout le monde ici connaît, c'était Ronnie Broman, qui est un juif, je ne sais même pas de gauche, je ne sais même pas s'il est juif. En tout cas, il a la nationalité israélienne et la nationalité britannique. Et donc, il témoignait pour dire que le génocide, l'apartheid, enfin tous ces termes que la propagande véhicule, ont lieu en Israël. Et qu'est-ce qu'il mettait en avant comme argument? C'est très intéressant, vous le savez. Il mettait en avant sa judéité et son israélité. Mais manque de peau, Georges Elia et moi aussi, nous avions pu mettre ça en scène. Donc, pour parler de la propagande. Donc, il disait d'où il parle. Comme si l'essentialisation donnait le droit d'accuser Israël encore plus. Mais ça, c'est un phénomène très connu. Alors, le temps passe. Donc, je vais arriver à la conclusion de cette conférence pour ne pas prendre trop de temps. Donc, on voit que comment ça fonctionne tout ça? Pourquoi c'est possible? Cette accusation de génocide que j'ai citée, qui est sérieuse, qui est très sérieuse, il ne faut pas la prendre à la légère, et pas seulement en tant qu'élément du discours idéologique et propagandiste. Est-ce que vous avez ça partout? Vous avez donc par exemple un texte, un blog de Mediapart, c'est pas étonnant que ce soit un Mediapart, qui utilise toute la terminologie qu'on appelle la terminologie en miroir. Je crois que les chercheurs dans le discours antisioniste appellent cette idéologie l'idéologie spéculaire, la terminologie spéculaire. Donc il y a bien évidemment la Nakba, qui est la traduction de la Shoah, d'accord? Et donc il y a bien évidemment la suprématie dont tu as parlé tout à l'heure, Gérard, l'apartheid. Donc on rencontre tous ces termes qui servent la propagation de la haine anti-juive, vraiment, pas seulement de l'idéologie anti-juive. Et donc là, je vais conclure pour ne pas me retenir plus à cause de tous les problèmes techniques, etc. Évidemment, les questions qui se posent, pourquoi ça marche contre toute évidence? Pourquoi ces associations? Pourquoi les universitaires? Pourquoi les gens de la culture? Pourquoi ils utilisent ces éléments du langage? Pourquoi ils adhèrent à cette idéologie? Et là, je crois que c'est très important de se mettre dans leur tête et de comprendre dans quel monde ils vivent, dans quelle idéologie ils vivent, parce qu'on l'indignation, elle ne sert à rien. On comprendra rien si on ne comprend pas où ils vivent, dans quel univers mental et discursif aussi. Je pris ici une citation de Georges Elia Sarfati, avec qui on travaille beaucoup ensemble et qui a écrit un texte récemment où il parlait des erreurs de l'Europe. C'est un texte conceptuel. Il résume tous les travaux de Shmuel Trigano, de Taguieff, de Gérard, de beaucoup de gens qui ont travaillé sur la culpabilité européenne et l'inversement victimaire en parlant de l'histoire de l'Europe, l'histoire de la culpabilité européenne. Il dit, les élites européennes se sont à ce point identifiées au discours des anciens dominés. Et les anciens dominés, ce sont des colonisés, ceux qui accusaient l'Europe d'être ethnocentrique et d'avoir colonisé la moitié du monde. Donc l'Europe s'est excusée, l'Europe a reconnu sa culpabilité, bien évidemment. Que cette reconnaissance soit sincère ou pas, nous ne sommes pas là dans la conscience des gens, nous sommes dans les discours. Et donc le problème, c'est que nous avons assisté à toutes les idéologies l'intersectionnelle, comme la racisation, la décolonialisme, les discours du genre, etc. Et donc, ce que Georges Elia Sarfati remarque ici, c'est que les élites européennes, qu'elles soient politiques, universitaires, juridiques ou autres, se sont à ce point identifiées au discours des anciens dominés auxquels elles ont donné, les élites, l'asile sans contrepartie, qu'ils en ont également adopté le point de vue. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui à Champigny, là où j'habite, sur l'arrêt de bus avec des gros lettres, il est écrit mort aux Juifs, eh bien, ça fait partie de toute l'idéologie islamiste qui a pénétré dans le monde universitaire, le monde politique auquel nous assistons. Vous voyez? Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le discours spéculaire. C'est le fait que depuis des décennies, Israël a négligé le fait que derrière, il y a des associations, des universitaires, des savants, des armées entières qui ont bien étudié les discours des chercheurs de l'antisémitisme
et qui les ont renversés à leur profit. Donc, c'est ce que j'appelle les discours spéculaires. C'est le fameux les victimes des victimes dont parle Edward Said dans l'orientalisme. Je conseille évidemment à tout le monde parce que, comme disait Lénine, que j'ai été obligé de lire, il faut connaître son ennemi mieux que soi-même. Donc, voilà ce qu'on fait. Je m'arrête là parce que je crois que le temps court et je vous remercie de votre patience tout en sachant que je n'ai pratiquement rien dit, que je dis juste un tout petit peu de choses pour au moins montrer comment fonctionnent les concepts et comment ils circulent dans la sphère sociale. Merci beaucoup de votre attention. C'est moi qui te remercie d'abord, Yana. Et puis, tu n'as pas rien dit, tu as dit beaucoup. Et tu as dit beaucoup à plusieurs niveaux. Tu as dit au premier niveau de l'explicitation de ce qu'est la notion de génocide et comment elle court et comment elle est utilisée de différentes manières et réinstrumentalisée comme des lexèmes de la stigmatisation. La deuxième chose que tu as dite, euh, c'est l'importance de juger et d'aborder ces questions par un savoir qui est celui dont tu es dépositaire, avec quelques autres, mais qui est celui de la linguistique, de la sémantique, et qu'on ne peut pas faire l'économie de ce savoir. Et le troisième niveau, eh bien, nous en avons déjà eu l'occasion de l'aborder tous les deux, euh, c'est qu'il faut rappeler que les maîtres anciens de Jérusalem comme d'Athènes avaient bien identifié que l'homme est un Zun phonanta, c'est-à-dire un animal parlant à Athènes, un Chai Medaber, c'est-à-dire un vivant parlant à Jérusalem, et que c'est ça sa définition première et sa spécificité dans tout le vivant et pas du tout d'être un animal social. Or, nous sommes sous l'emprise depuis plus d'un siècle des sociologues ont eu aussi un rôle important dans le savoir, mais dont ce savoir est devenu une idéologie qui s'appelle le sociologisme, ou qu'on va appeler le sociologisme, et qui est devenu le milieu le plus proférateur des discours dominants de l'ultra-gauche et de l'instrumentalisation des concepts du politique. L'homme n'est pas un animal social, ça c'était chez Aristote, il était un animal politique, mais ça s'est dégradé avec Sénèque et puis jusqu'à Saint-Augustin, jusqu'à Thomas d'Aquin, pardon, et cette dégradation a installé l'ignorance de prendre en compte l'homme comme animal parlant et tu nous l'as restitué pleinement. Et ça, c'est aussi une grande contribution de ton intervention d'aujourd'hui. Je Merci voudrais beaucoup, Joël. ajouter par rapport à celle-ci quelques remarques. Tu as évoqué que le 18 octobre, il y avait eu des manifestations ou des opérations de dénonciation d'Israël comme commettant un génocide. 18 octobre, c'est-à-dire le lendemain du 17 octobre, c'est-à-dire le lendemain de ce que j'évoquais dans mon introduction, c'est-à-dire ce fake news qui était que Israël aurait bombardé l'hôpital Al-Ahli à Gaza, dont on sait que ça n'a pas eu lieu. Et on sait d'autant plus que ça n'a pas eu lieu que ça a été filmé comme n'ayant pas eu lieu par les caméras d'Al Jazeera. Pour une fois, c'était bien utile. Mais on voit bien la démonstration presque littérale, exemplaire, de la remarque que j'évoquais aussi de Marc Bloch sur le fait qu'un fake news ne fonctionne et qu'un mensonge, une fausse nouvelle, ne fonctionne que dans une pré-réception à elle. Et ça enclenche même des actes, puisque si le 18 octobre, on peut aller accuser Israël de génocide et faire des démarches à partir de cette information du 17, c'est qu'on n'a pas on s'est pas posé la question est-ce qu'elle était pertinente ou pas, l'information du 17.
Et elle était pertinente reprise, y compris par les présidents de la République, hein. Je veux dire, par des hommes politiques qui eux-mêmes sont rentrés dans ce jeu-là. Euh, ça a comme conséquence euh, eh bien, de verrouiller les capacités d'entendement euh, dans la doxa. Et là, c'est là où je veux t'interpeller un petit peu, c'est que dans la démonstration que tu nous as fait de génocide, qui est splendide et qui est son cadrage juridique, il y a aussi son emploi, je dirais, culturel, son emploi de paysager la compréhension du monde. Et là, nous sommes devant une grande difficulté. Il y avait un article il y a 2, 3 jours, je crois, dans le Parisien, qui revenait sur les populations dans les manifestations pro-palestiniennes. Et ce qui était apparemment observé, c'était que c'était beaucoup de gens qui n'étaient pas dans les mobilisations sociales ordinaires, c'était beaucoup de très jeunes et beaucoup de femmes. Et là, sommes devant une grande difficulté, puisque des sondages montrent qu'il y a une ligne de fracture nette entre avant 35 ans et après 35 ans sur la compréhension qu'on a du monde et en particulier de la situation au Moyen-Orient. Je peux juste répondre, ça serait très prétentieux de ma part. Je pense que ce que disait Bloch, c'est tout à fait juste, bien évidemment, et c'est ce que disait Dawkins quand il parlait des virus mentaux, idéologiques ou virus mental. C'est-à-dire que le virus contamine très vite, et comme je suis à l'université, je vois très bien comment ça se passe et comment les jeunes, nos jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas la culture qu'avaient les jeunes de 68 qui soutenaient des idéologies totalitaires. Il faut le rappeler, le maoïsme, le trotskisme, à l'époque, le maoïsme culturel en 68, alors qu'en 68, l'Union soviétique envahissait Prague. Et il y avait absolument rien sur ça dans les documents que j'avais consultés en travaillant sur les manifs de 68. Ils étaient plus cultivés. Aujourd'hui, nous avons affaire à des populations absolument incultes. Ça a bien changé, extrêmement facilement endoctrinables. L'endoctrinement fait partie de l'idéologie. Et donc, il y a une présence massive des spécialistes de l'agite propre. Alors, c'est pas comme dans les universités soviétiques où il y avait des cellules bien formées pour l'agite propre, mais je crois que c'est les gens qui sont quand même formés par des spécialistes de LFI. Que si vous regardez les débats de LFI, ce sont des spécialistes quand ils sont dans leurs débats. C'est très difficile d'attraper ce que j'appelais la mémoire discursive dans laquelle ils s'inscrivent. Donc, il y a ça et il y a le fait que il y a l'atmosphère culturelle où toute cette idéologie tombe bien. Juste un exemple pour parler de je dirais même pas l'antisémitisme, le fait que le signe juif soit perçu de manière négative. Je faisais une conférence sur la traduction d'un texte de Nikolai Gogol du russe en français, en parlant de la description du premier pogrom littéraire qui a été décrit par Gogol dans Taras Bulba et des problèmes de la traduction en français où le traducteur français a décidé de faire du politiquement correct et a remplacé tous les mots que Gogol utilise comme youpin, youtre, etc. par le mot juif. Et à ce moment-là, il y avait un collègue qui a pris la parole, c'est un collègue allemand, qui a dit, oui, mais de toute façon, on sait que l'antisémitisme, c'est quelque chose de normal, on s'y est habitué. Lui, il n'était pas juif. Je dis, je sais pas, monsieur, vous, moi, je ne m'y fais pas, hein. Ça fait des années que ça dure. Donc, c'était un colloque universitaire euh, pour dire à quel point il y a cette acceptation, et je reviens à ce que tu disais, de la négativité du signe juif dont tu parles, dont Sibouni parle, dont Trigano parle, dont Rachel Israël ici présente parle depuis je ne sais pas combien d'années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les féministes, et je crois que ça fait très longtemps que ça dure. Donc, les premiers textes sur l'antisémitisme qui est corrélatif au mouvement du néo-féminisme a été écrit par une féministe, Liliane Kandel. C'était, je crois, dans les années 70. Donc, elle l'a déjà vu, alors que c'était la grande personne qui participait au premier mouvement féministe. Et donc, on justement, le discours permet de voir comment ça fonctionne. J'étais assez frappée
par l'utilisation de la métaphore dont je parle dans mon livre, la masculinité toxique, qui était très présente. Donc, on pouvait, dans le monde universitaire, il y avait des colloques sur la masculinité toxique, démasculinisons les sciences sociales, démasculinisons ceci, cela. Et donc, dans ce rejet du masculin, je parle maintenant les étapes de raisonnement, il y a le rejet de la loi. Et la loi, elle est liée au peuple juif, elle est liée à Moïse, en quelque sorte. Et donc, la fameuse toxicité masculiniste, comme disent féministes, elle est liée à cela. C'est-à-dire qu'en filigrane, dans ces discours contre les hommes, il y a le fondement qui est un discours anti-juif, le discours anti-mosaïque, le discours qui rejette complètement la loi. Euh, il faut bien évidemment plus de temps pour le montrer de manière tout à fait régulière, raisonnable et argumentée, mais c'est pour ça aussi. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, puisque c'est comme ça, donc les hommes et la loi, les hommes, la loi, les Israéliens, les Juifs et ensuite les Israéliens. Évidemment, donc ceux qui incarnent la loi et que qu'on ne nous raconte pas qu'il y a l'amalgame entre les Juifs et les Israéliens. J'ai vu ça à Champigny aujourd'hui. Mort aux Juifs, c'est pas mort aux Israéliens. Et sur mort aux Juifs, il était écrit Gaza. Donc que je sache, à Gaza, il y a les Israéliens. Donc que tous ces braves gens qui nous disent, vous, surtout faites pas d'amalgame entre les Juifs et les Israéliens, les gens honnêtes, les antisémites honnêtes, si je peux dire, ne font pas cet amalgame. Pour eux, c'est la même chose. Et ils ont raison. Et donc, pour les féministes, il y a cette chaîne néo-féministe, pas les vrais féministes des temps anciens, hommes, loi, juifs, israéliens. Et donc, évidemment, les féministes d'aujourd'hui s'identifient avec les Palestiniens. C'est toujours cette permanente identification avec la victime, tout à fait imaginaire et fantasmatique, mais elle mobilise les masses. C'est-à-dire que c'est toute une mythologie qui a été créée autour de cette notion qui permet l'identification des femmes, de jeunes femmes françaises ou d'origine musulmane, avec cette victime des Juifs. C'est-à-dire que c'est ça qui, je crois que c'est cette scène-là qui se rejoue ici. Le rejet de la loi, c'est le rejet du juif, et donc par conséquent le rejet d'Israël. Ah, je ne peux que te suivre et te rejoindre là-dessus. Euh, pour aller aussi dans ton sens, tu as évoqué Deleuze tout à l'heure. Euh, Aux côtés de Deleuze, d'un point de vue purement, je dirais, de positionnement dans le paysage politique, il y a Tony Negri. Ah Et oui, Tony Negri, avec l'invention de la reprise et le détournement d'ailleurs de la notion de multitude chez Spinoza, euh, euh, en reprenant la notion de multitude, de quoi parle-t-il, Tony Negri? Il parle de la force révolutionnaire du capitalisme qui, se globalisant comme un empire mondial, détruit en même temps, et c'est ça sa force révolutionnaire, la notion d'État-nation, la notion de peuple, la religion, la famille et les différenciations sexuelles. C'est-à-dire que cet ensemble-là, et ça te rejoint, c'est-à-dire qu'il y a une vague de fond qui est aujourd'hui le standard de l'opportunité intellectuelle et de la bienséance intellectuelle, c'est l'abrasement de toutes les différences, de toutes les asymétries, de toutes les dissymétries, de toutes les distinctions, pour une espèce de grand tout cosmique qu'il n'y a plus qu'à récupérer, selon Tony Negri, à recevoir du travail du capitalisme. Et évidemment que Israël, comme tu viens de le dire, dans son nom et dans les empilements de ce que ce nom porte, c'est l'antithèse de tout ça. bien sûr, c'est pour ça que la haine anti-juive, elle est liée à la haine de la loi. Elle est liée à la haine de tout ce que tu viens de nommer aussi, de manière inconsciente. Je regarde permets-moi de faire la pub d'une amie qui est là parmi les présents. Véronique Taquin a fait un article sur Judith Butler, dont je ne me souviens pas le titre, mais ça a été fait il y a quelques années, où elle explique très bien tout ce que cette dame a apporté à la déconstruction de notre monde. Donc, c'est aussi une pièce dans le procès qu'on pourrait intenter contre les destructeurs.
On a quelques bons amis qui sont en train de nous écouter aussi en ce moment. Euh, j'ai pas vu qu'il y avait d'autres questions. Il faut qu'on cède maintenant à la fin de cette séance. Je te remercie beaucoup, Yana. C'était très fructueux. Nous allons continuer en janvier en recevant Marc Angenot, que tu connais bien Bien aussi, sûr. qui est professeur émérite à l'Université McGill à Montréal, titulaire de la chaire d'études du discours social et qui viendra s'ajouter à ta conférence, comme toi a approfondi celle de David Colomb. Et comme ça, nous resterons sur cet axe-là qui est nécessaire à établir aujourd'hui. L'homme est un animal parlant pour le meilleur et pour le pire. À bientôt, Yana, et à bientôt tous.